Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Invisibilisé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempête de cerveau. Nous allons vous offrir un épisode un peu particulier car nous avons fait un sujet tellement vaste que nous avons dû le couper en 2 épisodes. Cela concerne l'autisme au féminin. Donc nous allons accueillir plusieurs nouvelles personnes dans cet épisode. En l'occurrence Julie. Bonjour. Stéphanie. Bonjour. Amélie. Bonjour. Clémentine. Bonjour. Et moi-même, je m'appelle Isabelle. Donc nous avons eu l'idée de cet épisode suite à la diffusion d'un film qui se nomme Différentes. Il a été réalisé par Lola Doyon et il sera diffusé en projection débat à l'Utopia d'Avignon le 15 septembre dans la soirée. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer et participer au débat qui aura lieu. Avant votre diagnostic, quelle était l'image que vous aviez de l'autisme ? Moi, avant mon diagnostic, j'avais uniquement comme référence en fait l'autisme déjà masculin. Donc j'avais absolument pas du tout de connaissance ni par la littérature ni même par connaissance réelle de personnes autistes féminines. Même en ayant vu des films, lu des bouquins, voilà. Pour moi, c'était vraiment typiquement masculin. Et aussi un autisme, l'autisme verbal, Asperger, bon voilà, je le connaissais, notamment par des personnes célèbres qui ont pu écrire des choses ou quoi. Et l'autisme non verbal, donc avec de grosses difficultés de comportement, etc., surtout chez les enfants. Voilà, en gros, c'était mon panorama sur l'autisme, et donc je n'avais absolument aucune idée que ça pouvait toucher des femmes, et encore moins que ça me manifestait de cette façon-là, comme j'ai pu apprendre par la suite avec mon diagnostic et tout ce que j'ai pu lire, et voilà. Donc ça a été une révélation. Moi, j'avais jamais entendu parler de l'autisme, sauf un ami qui était autiste et qui avait une aide, une AVS à l'école. Donc le problème, c'était que j'avais une symptomatologie très différente de lui. Donc, bon, déjà, j'ai un TDA, donc j'ai été très dispersée. Et en fait, les aides et la maîtresse ne comprenaient pas me prenaient pour une élève qui voulait faire du mal, était méchante ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité, c'était juste les codes sociaux qui passaient pas ou ce genre de trucs. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis lors de mon diagnostic, c'est là que j'ai appris réellement ce qu'était l'autisme tout court, ou au féminin ou au masculin. Moi, pour le coup, j'ai eu une vision assez différente pour la simple et bonne raison que, vu que j'ai un frère autiste, mais avec des plus grosses difficultés, il est actuellement sous la tutelle de mes parents, et on s'est aperçu de son autisme très tôt, vers, je pense, 2-3 ans. Donc, ce qui fait que, en fait, l'autisme, en fait, a toujours fait partie de ma vie. Parce que déjà aussi mes parents ont essayé de me d'expliquer que c'est ton frère, il est différent, c'est comme ça, et ce dès le plus jeune âge. Et puis par la suite, ma mère est devenue présidente d'association, donc ce qui fait que des profils de personnes autistes, j'ai pu en voir beaucoup. Bon, au tout début, c'était je pensais que les personnes autistes, c'était des personnes plus proches de mon frère, puis je me suis aperçue que en fait c'est tout un spectre, et donc ce qui fait que quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi, en fait assez vite on a entre guillemets su comment réagir. Pour moi, c'est un peu comme Amélie. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'autisme. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. De ce que je sais, c'est que j'ai passé des années d'errance de diagnostic, et que jusqu'au jour où je rencontre ma compagne, Stéphanie, et là, je découvre ce qu'est l'autisme. Et je me reconnais dans beaucoup de traits. Et donc, c'est là que j'ai décidé de passer un diagnostic. Moi, ce que je crois que je l'ai déjà évoqué dans un autre podcast, mais j'étais beaucoup
Enfin, tout ce que je savais de l'autisme, et c'était beaucoup qui avaient des problèmes de communication, notamment quand il y a des non-verbaux, et aussi des comportements avec stéréotypie, donc des mouvements répétés. C'est surtout ça que je voyais quand on me parlait d'autisme, mais je faisais pas encore de lien entre l'autisme féminin et masculin. J'entendais surtout parler de l'autisme masculin parce que c'est celui dont on entend parler quasiment tout le temps, mais du coup, j'avais pas cette vision du côté féminin. Moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que même si je n'avais aucune idée que l'autisme féminin puisse exister, j'avais quand même une vision de l'autisme de haut niveau. Et comme j'avais été, plusieurs fois, alors pas diagnostiquée parce que c'est pas le mot, mais étiquetée, HPI ou choses comme ça, enfin voilà, qui avait des caractéristiques qui correspondaient à certaines choses que je pouvais entendre aussi sur les personnes autistes de haut niveau, ce qu'on appelle de haut niveau, enfin voilà. Quand il y a eu des suspicions d'autisme, il y a environ 6 ans de ça, ça a été en partie, voilà, c'était une des choses qui était là déjà comme caractéristique, et d'autres choses se sont rajoutées par la suite. Parce que j'ai fait des recherches et par rapport à des questionnements que j'avais moi, ça correspondait, d'autres caractéristiques correspondaient, mais la première c'était celle-ci. Et après je me suis rendu compte en effet que l'autisme féminin était vraiment différent de l'autisme masculin, même s'il y a beaucoup de caractéristiques communes. Et c'est grâce à déjà une prise en charge avec des personnes qui ont pu m'éclairer justement sur toutes ces caractéristiques, parce que j'arrivais pas vraiment à faire de lien moi-même toute seule entre mon fonctionnement et les caractéristiques autistiques typiquement féminines. Maintenant ça va un petit peu mieux, j'arrive mieux à m'y retrouver. On en parlera par la suite, mais en fait quand même l'image de la personne autiste masculine à haut niveau m'a aidé à m'aiguiller moi sur à aider à prendre un chemin après quand même des années d'ignorance totale et d'errance. Vous avez été diagnostiqué à quel âge? Alors, je pense que c'était 2019, je vais avoir 49 comme je suis née en novembre, 42 ans. Moi, étonnant vu mon parcours, mais j'ai eu mon diagnostic qu'il y a 8 ans, donc j'avais 21 ans. Moi, j'avais 31 ans. Et là, j'en ai 33. Moi, je l'ai eu à 15 ans et maintenant, j'en ai 21. Moi, je suis toujours en parcours et on m'en a parlé il y a au moins 5 ans, 4 ans, un truc comme ça. Et vous avez réagi comment? Alors, d'abord, sur le coup, la question, elle est peut-être multiple. Parce qu'en fait pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, il y a quand même plusieurs étapes ce qu'on appelle le post-diagnostic. Il y a d'ailleurs pas mal de choses qui ont été écrites à ce sujet et je conseille tout le monde d'aller voir parce que ça peut éclairer sur ce qui se passe en soi, qu'on ne comprend pas toujours. Moi, c'est vrai que quand même, j'avoue, ça a été un sacré soulagement parce que quand même, ça répondait à beaucoup de questions que je me posais depuis très longtemps. Je n'avais aucune idée de comment je fonctionnais. J'avais vraiment du mal à trouver ma place, déjà dans la société, dans le monde, avec les gens, un peu partout au travail, trouver ma place tout court. Mais aussi intérieurement, c'est-à-dire à savoir qui je suis, c'était vraiment très compliqué. Donc ça a quand même déjà répondu à beaucoup de questions. Et un soulagement puisque ça a quand même, infirmé beaucoup de choses qui m'avaient été dites. Et puis moi, j'ai eu aussi une sacrée errance diagnostique assez traumatisante avec des tas et des tas de diagnostics donnés, multiples et variés qui ne correspondaient en rien à ce que moi je ressentais.
et la médicamentation qui va avec. Ce qui fait que ça a été quand même un sacré soulagement de savoir que non, il n'y avait pas de pathologie psychiatrique ou autre, que ce n'était en fait qu'une différence de fonctionnement. Et voilà, donc déjà ça. Et puis ça a expliqué pas mal de... Ça donnait aussi des cartes sur... des réponses, enfin des cartes sur des choses qui m'étaient arrivées et voilà, dans ma vie. Donc la première chose, ça a été un soulagement. Par la suite, je ne vais pas être trop longue par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'étapes. Il y a des étapes, une étape... alors, je n'ai pas vécu tout ça apparemment dans l'ordre orthodoxe, mais en tout cas, il y a eu une période de déni, c'est-à-dire non, je ne peux pas être autiste, ce n'est pas possible. J'ai rencontré d'autres personnes autistes, ce qui m'a aussi à la fois confortée, mais oui, finalement, je me sens bien avec ces personnes. C'est la première fois que j'arrive à être bien avec des gens, etc. Donc ça m'a confortée dans le fait que j'étais autiste, mais en même temps, les gens sont différents, ils ne fonctionnent pas tous comme moi. Est-ce que vraiment je suis autiste? Enfin bon, une série de questionnements. Et ça, de façon, comment dire... pas du tout linéaire, c'est-à-dire ça pouvait arriver, voilà, il y a eu des étapes comme ça, un peu des montagnes russes. Mais la réaction, on va dire, la plus que je retiens, même si elle est dans le temps, pas nécessairement une réaction sur le moment, mais une réaction dans le temps, c'est que ça a été la seule façon que je comprenne vraiment mon fonctionnement et que j'accepte mon fonctionnement. Donc c'est quand même une sorte de, je ne sais pas comment dire, une révélation, oui, sur soi-même. Voilà, donc c'est assez positif. Alors pour moi, ça rejoint exactement ce que dit Stéphanie, c'est que le fait d'avoir eu le diagnostic, c'est en effet un énorme soulagement. Et ça répond aussi à beaucoup de questions que je pouvais me poser. Et aussi, je rejoins aussi sur les grandes errances de diagnostic. Et sur le fait aussi de se sentir seul. Et depuis que maintenant je sais ce qu'est l'autisme et que je connais des personnes autistes, ça apaise ce sentiment-là. Et par contre, comme disait Stéphanie, de mon côté, je suis dans la phase de déni pour l'instant, où j'ai du mal à concevoir quand même le fait que je puisse être autiste. Pour moi, ça a été, tout comme Stéphanie et Julie, ça a été beaucoup de soulagement au début. Moi, j'ai pas eu de phase de déni. Comparé à ce que j'entends beaucoup, c'est que le déni, ça a duré quoi ? Un microseconde, histoire de me dire « Ah, je suis pas autiste !» Ah mais non, en fait, je le suis. Et en fait, énormément de soulagement, c'est-à-dire je n'étais pas nulle, je n'étais pas flemmarde, je n'étais pas bizarre volontairement, alors qu'au final, c'était pas vraiment volontaire et que je faisais pas assez d'efforts. Non, j'étais juste autiste. Et en l'occurrence, après, c'est joint quand même assez rapidement de tristesse parce que j'étais harcelée quand j'étais petite. Et en fait, si le mot autiste avait été posé plus tôt, j'aurais quand même pu expliquer plus clairement mes particularités, parce que les enfants ne sont pas bêtes, en fait. Ils voient la différence et bon, en l'occurrence, ils ont mal réagi face à ça. Mais s'ils avaient eu un mot, tout comme moi, je pense que j'aurais quand même mieux vécu ma scolarité, parce que j'étais quand même diagnostiquée fin collège. Donc c'est à partir de mon diagnostic où j'ai pu avoir de véritables amis qui comprenaient ma différence. Donc bon, quand même, je pense que c'est assez parlant. Et quand même, vraiment plus tard, c'est de la colère par rapport aux gens qui m'ont fréquenté, par exemple la scolarité, qui, du coup, je l'ai dit, fréquentait aussi une personne autiste dans ma classe et n'avait pas su reconnaître les signes d'autisme ou même de mes autres handicaps, et m'en voulait même pour ces signes-là. Et en fait, je me dis, parfois les parents ne peuvent pas savoir, dû à leur parcours ou dû aux informations sur lesquelles ils sont exposés, mais par exemple les maîtresses, et même là, elles étaient exposées à l'autisme, et du coup, c'est un peu de colère face à ça, en me disant, j'aurais pu avoir un passé vraiment différent, si elles avaient su être formées, ce qui est leur métier. Donc bon,
et aussi un peu de deuil de cette enfance qui ne s'est pas réellement aussi bien passée, mais je me dis, bah tant pis, elle s'est pas bien passée, mais je peux au moins la guérir maintenant. Pour le coup, moi, le diagnostic, alors oui, c'était un petit peu un soulagement, mais pour le coup, au vu de mon parcours, comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc j'ai pu quand même être accompagnée bien avant mon diagnostic. Et donc, ce qui fait que quand c'est arrivé, bah, c'était un peu la logique des choses. Et le processus d'acceptation, en fait, il s'était fait bien, bien avant. Parce que bah, quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi vers mes 12 ans, je pense, bah, on n'a pas essayé de minimiser ce que je ressentais, ce que j'étais, et j'ai été soutenue dès le départ, en fait. Donc, ce qui fait que bah, quand j'ai demandé le diagnostic et quand j'ai eu le résultat, bah, en fait, c'était en fait, oui, c'était complètement logique, je le savais. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que c'est ma mère qui a le plus accusé le coup, plus que mon père, alors que mon père a mis un peu de temps à le voir. Enfin, j'ai juste trouvé cette réaction assez rigolote, pour le coup. Moi, je voudrais juste... je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas parlé de tout dans mes réactions. Quand je disais qu'il y avait beaucoup d'étapes, ben là, donc Amélie vient d'en citer quelques-unes, que j'ai traversées aussi. Donc, en effet, la colère, bon, ça, c'est quelque chose quand même de... je pense que c'est une colère qui est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Et une colère, je sais pas si la tristesse, cette espèce de ce que tu décrivais, Amélie, faire le deuil de toutes ces choses qui ont été quand même, on va pas se mentir, quand même bien difficiles. Donc entre le rejet, le harcèlement, les difficultés diverses et variées que j'ai pu rencontrer à tous les niveaux en fait. Et se dire que oui, en effet, ça aurait peut-être pu être différent si j'avais un diagnostic qui avait été posé avant. Mais en même temps, je n'en sais rien. Donc c'est à la fois c'est double. Il y a une espèce de pas de nostalgie, mais voilà. Il y a des moments comme ça où on se dit est-ce que ça aurait été différent, ça aurait sûrement été mieux. Est-ce que je sais pas. Mais c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez douloureux qui dure un moment, qui revient parfois. C'est pas quelque chose encore une fois de ponctuel. C'est un peu en arrière-fond. Et la tristesse aussi, sur, c'est un peu, quand même, une grosse tristesse, je ne sais pas comment l'exprimer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc il y a le diagnostic, il y a la période post-diagnostic, et que moi, en ayant eu mon diagnostic donc en 2019, janvier 2019, et un deuxième diagnostic parce que j'étais pas sûre, soit j'étais pas sûre, surtout je voulais avoir confirmation et puis des choses un petit peu plus précises par le CRA, parce que j'ai eu un diagnostic en libéral et un autre par le CRA, donc le Centre de ressources autisme de Marseille, les Macaras. J'ai quand même traversé certaines étapes que j'ai décrites, mais ensuite j'ai rencontré ma compagne qui, elle, a été diagnostiquée, comme elle, donc Julie, elle vient en parler quelques minutes auparavant, et j'ai eu comme un retour de diagnostic lorsqu'elle a été diagnostiquée. Donc j'ai revécu, en fait c'est comme si je revivais en fait ce que j'aurais peut-être dû vivre, mais j'avais peut-être pas tous les, je sais pas comment dire, peut-être que c'est un effet miroir, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai revécu les étapes post-diagnostic, encore une fois dans le désordre, mais peu importe. Et ce qui fait que je suis encore dedans, alors que ça fait quand même, donc on est bien d'accord, quasiment presque 7 ans que j'ai été diagnostiquée. Donc voilà, je pense que ça prend des formes différentes selon les personnes. Selon les profils, voilà, et que pour des personnes aussi, donc là je vais parler donc dans mon cas avec de l'alexithymie, ce qui est souvent le cas chez les personnes autistes, mais moi j'ai une alexithymie très très forte,
ça peut peut-être expliquer pourquoi il y a certaines choses qui ont pris plus de temps à se digérer ou à se... Voilà. Mais c'est quoi l'alexithymie ? C'est reconnaître, du moins en psychologie, c'est reconnaître les émotions, les ressentir. C'est-à-dire que la personne alexithymique va ressentir les émotions, en différé ou non, mais sera incapable de mettre un mot dessus. Ça peut être effectivement émotionnel aussi bien que physique. Donc par exemple la faim, ce qui peut être très problématique, ou les émotions en tant qu'elles-mêmes. Et de mémoire, effectivement, c'est un trouble qui est très compliqué. Donc, parce qu'en fait, vu qu'on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les exprimer. Vu qu'on ne peut pas les exprimer, on ne peut pas les réguler, ni les utiliser, ni quoi que ce soit. Donc, tout ce qui est émotion, ça peut être très handicapant à force. Juste par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que l'autisme aide un petit peu, mais en même temps, c'est à double tranchant parce que moi, si mon alexithymie n'a pas été, ni diagnostiquée, ni même remarquée, c'est parce que j'avais une capacité d'observation et d'analyse et qu'en fait, ça passait à travers. Voilà. Donc moi, je pensais reconnaître mes émotions et reconnaître aussi les émotions des autres parce que ça va de pair. Mais en fait, c'est très, très analytique. Je retrouve aussi la notion de tristesse et un peu de colère, mais c'est surtout contre moi. Parce que je me dis, tout ce qui aurait pu être différent si les conditions avaient été différentes. Et c'est ça où je me retrouve dans ces sentiments-là. Je vous rejoins sur beaucoup de propos. Je voudrais aussi noter que ça amène beaucoup de... Enfin, pour moi, ça m'a amené beaucoup de déculpabilisation. Parce que justement, si mon cerveau fonctionne comme ça, j'y suis pour rien. Donc, il faut aussi accepter, prendre le temps d'accepter d'être comme on est et apprendre à vivre avec, même si... justement, peut-être enlever un peu le masking qui fait que on est un peu totalement invisibilisé et donc on enlève ce masking pour révéler qui nous sommes vraiment. Pour moi, j'ai énormément masqué mon autisme depuis que je suis enfant, dans le sens où j'ai été éduquée comme ça. Donc je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Cela dit, dans ma famille, c'était le cas. Ils faisaient au mieux avec ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire qu'il fallait que je m'intègre, et c'était pas complètement faux, il fallait que je m'intègre. Le problème, c'est que du coup, j'ai masqué énormément pendant toute ma vie. Du moins, jusqu'à ce que quand mon esprit d'enfant a compris qu'il fallait masquer, je l'ai fait, même si c'était complètement inconscient. Et là, ça fait que quelques années où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais démasquer. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment faire. Donc déjà, il y a quand même quelques trucs que je fais, comme par exemple le fait d'être fière de mon autisme, de le dire comme un sujet de tous les jours et pas le cacher, le dramatiser ou le glorifier. Ensuite, mon chez moi ou les environnements que je fréquente sont quand même assez... me permettent de ne pas masquer. Donc par exemple... Au niveau sensoriel, j'ai pas à porter de casque, ou alors au contraire, si je veux porter un casque, je porte un casque. J'ai toujours des fidget toys sur moi. Je m'habille avec des vêtements qui sont confortables pour moi, par exemple les étiquettes, quel enfer. Ou le jean, par exemple, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas porter de jean, mais maintenant, heureusement, je peux. Donc je ne fais qu'apprendre petit à petit à ne pas masquer, par exemple, notamment mes émotions, c'est-à-dire que si je pleure, c'est pas grave, si je suis en colère, c'est pas grave, ou si je ressens de la joie et que je flappe des mains, c'est pas grave non plus. En ce qui concerne le masking, même encore à l'heure actuelle, j'ai l'impression de toujours découvrir des choses sur moi, sûrement des années à essayer de faire avec. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, le fait d'être hypersensible au son, je ne l'ai su qu'en partant de chez moi, que je m'apercevais que même juste aller faire les courses, ça devenait compliqué d'un point de vue fatigue, bruit, etc. Et je ne me suis acheté un casque pour pallier à ça que depuis même pas l'année dernière. Et quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait pour supporter tout ça jusqu'à présent, même notamment les conventions. Maintenant, je pense que sans le casque, c'est impossible.
Un autre truc qui est peut-être un peu difficile, c'est tout simplement tout ce qui est stéréotype, enfin, entre guillemets stéréotypé, parce que un des trucs qui a été pas mal source de moquerie quand j'étais plus jeune, c'était le fait que j'avais tendance à beaucoup bouger. On disait que je tanguais, c'est genre je balançais un peu à droite et à gauche. Mais je pense que c'était tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui suis incapable de rester figé assis sans bouger. Et alors après j'ai une stéréotypie, c'est-à-dire j'ai tendance à sautiller ou à faire un peu le tour d'une pièce, mais à l'extérieur j'évite quand même de le faire. Je le fais beaucoup plus chez moi et encore selon la configuration de l'appartement. Alors, je ne saurais même pas par où commencer. Moi, tout ce que je peux dire du masking, c'est que déjà, j'ignorais le nom avant mon diagnostic, puisque je n'avais aucune idée de masquer quoi que ce soit. Pour moi, tout était absolument normal. Donc, je me suis rendu compte que ce que je faisais du masking, et de façon depuis toujours. Et ça, par défaut, quand j'ai vu que certains de mes comportements correspondaient à des caractéristiques autistiques. Et que ces caractéristiques, comme par exemple des stéréotypies, des positionnements peut-être gestuels, on va dire atypiques, des petits bruits, des je ne sais pas quoi, peut-être aussi le besoin sans cesse aussi de bouger, de me lever, de faire des choses, de devoir tripoter des choses pour me concentrer, enfin des tas de choses. Donc ça au niveau comportemental, mais aussi des hypersensorialités qui me gênaient en fait, et dont à l'époque que je pouvais exprimer mais qui n'étaient pas comprises. Toutes ces petites caractéristiques-là qui faisaient partie de ma vie, en fait, me sont apparues que après mon diagnostic, bien évidemment. Je n'avais pas vraiment conscience. J'en avais un petit peu conscience parce que c'était des choses qui m'avaient été reprochées. Donc j'ai fait le rapprochement avec le masking quand je me suis dit, mais oui, en fait, tout ça, avant, chaque fois que j'étais dans ce type de comportement ou de réaction à un besoin sensoriel, on va dire, ça m'a été soit fait remarquer de façon, on va dire, pas trop malveillante, voire reproché, voire pire que reproché, enfin voilà. Donc je me dis que ça a dû quand même entraîner beaucoup de culpabilité, d'incompréhension par rapport à mon propre fonctionnement, de la honte même, puisque bon voilà, ça, à l'école ou à d'autres moments, et un effet de décalage permanent. Alors après, je pense qu'inconsciemment, à un moment donné, pour pouvoir s'intégrer, on s'empêche, même de choses inconscientes. Je pense qu'on s'empêche, voilà, c'est pas accepté socialement, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on se dit que c'est pas accepté, parce qu'on voit que les autres font pas la même chose. Donc voilà, enfin bon, ça paraît la logique. Alors depuis mon diagnostic, ce qui s'est passé pour moi et ce qui apparemment, par rapport à ce que j'ai lu, se passe pour pas mal de personnes, c'est qu'il y a un retour on a l'impression d'être plus autiste. Alors c'est ce que disent souvent les médecins. Ne vous inquiétez pas, ensuite vous avez l'impression que tout ressort comme plus, et qu'avant vous n'aviez pas autant de caractéristiques autistiques. Mais je pense que c'est apparemment parce que c'est des choses qui sont inhibées. Beaucoup de choses sont inhibées, et que là, en acceptant ou en sentant qu'on peut accepter ces choses-là de soi, d'un coup ça ressort en force. Alors moi, ça a été mon cas, le démasquage, pour moi, m'a permis de voir l'ampleur du masquage. Voilà, je préfère le mot masquage que masking, mais même bon, voilà. J'ai l'impression aussi que nous, on fait un énorme travail de masking, mais que c'est pas forcément du très bon travail aux yeux des autres. Parce que je sais que j'ai rencontré quelqu'un dans un club de kayak et qui... on en reparlait quelques mois plus tard et qui m'a dit « Ah, je suis tout de suite que tu étais neuroatypique. » Donc après, il faut voir comment ça ressort cet effort de masking, parce que si on fait beaucoup d'efforts pour se refaire griller direct,
C'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses, on se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Moi, c'est un peu mon cas, de comment je dis les choses, même de comment je bouge et tout. Très souvent, c'est parce qu'on me le fait remarquer ou même simplement jouer avec mes mains, avec les mèches de mes cheveux. Ça a été un truc que tout le monde avait remarqué dès le départ, notamment plus jeune. Selon vous, qu'est-ce qui explique que les femmes sont sous-diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement ? Je pense qu'il y a beaucoup la suradaptation qui est très forte chez les femmes autistes et qui, je pense, fait que le diagnostic est plus tardif et voire pas du tout décelé. En l'occurrence, je pense que la suradaptation vient... Tout d'abord, je suis complètement d'accord par rapport à la suradaptation, mais comparé à d'autres troubles que j'ai pu étudier, du coup, c'est souvent dû à l'éducation, notamment sur le fait que les clichés sociétaux veulent que les filles soient calmes, gentilles, serviables, etc. Et que du coup, dû à l'éducation, en fait, on masque bien plus les traits autistiques. C'est-à-dire qu'une petite fille qui va aimer le poney autant qu'un petit garçon qui va aimer les trains, vu que le poney est quand même plus sociétalement accepté, ou peut-être pas les trains, mais par exemple la météo, je ne sais pas. Désolée Olivier. Mais en fait, vu que la petite fille, comme c'est vraiment plus accepté qu'elle aime le poney, on le remarquera pas nécessairement que en fait, elle a les mêmes caractéristiques, un intérêt spécifique pour un petit garçon. Donc je pense que puis tout simplement en fait on n'a pas autant d'études scientifiques que sur les filles que sur les garçons. Donc tout simplement c'est une ignorance scientifique mais aussi une ignorance sociétale qui conduit du coup les femmes à se suradapter. Tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a aussi... je pense qu'en effet, c'est dû à l'éducation. En fait, de toute façon, c'est aussi la place de la femme dans la société qui fait ça. Mais je me dis qu'aussi au niveau communicationnel, je ne sais même pas si ce mot existe, il y a une sacrée différence quand même entre... moi, je peux le voir par rapport aux personnes autistes que je côtoie, entre le type de communication masculine et le type de communication féminine qui est... Voilà, il y a souvent plus de facilité chez les femmes, a priori. Voilà, parce que moi, j'ai de gros problèmes de communication. J'arrive mieux à m'exprimer en tout cas de façon plus adaptée, on va dire peut-être qu'avant. Mais je me retrouve par exemple beaucoup dans certaines façons de communiquer masculines parce que j'avais cette... Voilà, j'ai une tendance quand même à... je partage certains traits de communication autistique masculine. Mais au niveau social, je pense qu'en effet, on passe à travers. On passe à travers parce que on a moins aussi peut-être de réaction aussi... je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à l'éducation, c'est peut-être dû au fait que on a, en tant que femme, a priori, en psychologie, on a plus ce côté social et... voilà, je ne sais pas la part de tout ça. Pour mon cas, je pense aussi que ce qui n'aide pas beaucoup, c'est qu'on a cette image qu'une personne autiste, ça se voit forcément qu'elle l'est. Là, je pense que je parle un petit peu d'expérience parce que je pense qu'une des raisons qui a fait que j'ai été diagnostiquée plus tardivement, c'est que comme je disais, mon frère est autiste, mais avec beaucoup plus de difficultés, notamment des gros troubles du comportement. Ce qui fait que quand j'étais enfant et que ma mère se posait déjà des questions à ce moment-là, quand elle en parlait autour d'elle et même à mon père à ce moment-là, on disait « Ah, mais c'est parce qu'elle imite son grand frère, elle voit des personnes autistes partout, à ce compte, tout le monde est autiste ». Pour le cas de mon père, ce qui n'a pas trop aidé, c'est que lui, il ne me voyait que dans un cadre, entre guillemets, rassurant, donc chez moi, avec des amis et tout, donc forcément, il ne le voyait pas. Puis finalement, ma mère l'a envoyé un jour, il m'a emmené simplement m'acheter des chaussures, et là, il l'a vu. Pour une raison toute simple, c'est que je ne regardais absolument pas la vendeuse... que ce soit dans les yeux même, je ne la regardais pas du tout. Et c'est là qu'il a compris.
Je voulais rajouter aussi, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais je pense, du moins c'est possible aussi que la suradaptation chez les femmes puisse venir aussi d'une forme d'empathie différente que chez les garçons. On dit souvent qu'une personne autiste n'est pas empathique, mais je pense qu'on l'est, mais avec une forme d'empathie déjà différente des personnes neurotypiques. Et une femme, je pense qu'elle a une sensibilité déjà différente des garçons. Après, je pense aussi que, comme Amélie parlait, il y a quand même aussi une forme d'éducation. C'est que je pense tout simplement, les hommes, on les laisse un peu plus s'exprimer, si je puis dire, alors que nous, les filles, c'est toujours, il faut se réprimer, toujours s'adapter, toujours, faut faire plaisir aux autres, servir les autres, etc. Donc c'est ainsi que nous allons clore cette première partie d'épisode. Je vous rappelle que vous pourrez nous rencontrer le 15 septembre dans la soirée à la projection débat du film Différentes qui aura lieu à l'Utopia d'Avignon.